Bonjour, on recommence notre série de webinaires mensuels. On vous souhaite la bienvenue au premier pour cette année. C'est sur optimiser la performance du moteur, les clés de l'injection moderne, qui va être donné par Jérôme Bergeron-Carpentier, qui est notre spécialiste de l'éducation. Le chat et Q&A sont ouverts. Si vous avez des questions, juste les laisser là. Jérôme, je te laisse y aller. Donc, effectivement, bonjour tout le monde. On recommence la série des webinaires et pour ce mois-ci, on aime discuter avec que ce soit les instructeurs, les enseignants ou même les mécaniciens dans les ateliers là, de réparation, quel genre de sujet ils aimeraient qu'on aborde durant les webinaires. Puis, un des sujets qui était dans notre petite liste d'idées depuis un certain moment, c'était vraiment au niveau des différents types d'injection de combustion. D'où le titre, là, optimiser la performance du moteur avec la clé ou les clés de l'injection moderne. En fait, aujourd'hui, on va parler un petit peu, là, vraiment revenir là, à la base de la base. Donc, parler un peu rapport air-carburant, air-essence, par exemple, de tous les différents types de combustion qu'on peut avoir selon nos moteurs et les avantages et inconvénients des différents types de combustion qu'on va énumérer ensemble. Donc, ici, si on parle du rapport air-carburant, c'est assez simple. Petit diagramme qui nous rappellera qu'au niveau du mélange stoichiométrique, c'est un mélange qu'on dit idéal, hein, donc d'un mélange de 14 pour 7 pourcentiles pour 1, donc 14,7 de molécules d'air pour une molécule de carburant, ou dans ce cas-ci de l'essence ou de diesel. Donc, on a ce qu'on appelle notre plage d'inflammabilité, où est-ce qu'on va être capable à l'intérieur de notre chambre à combustion, d'avoir justement une combustion. Donc, tout dépendamment de notre pourcentage air versus notre pourcentage d'essence. On a ce qu'on appelle la limite inférieure et la limite supérieure, qui, eux, définissent nos zones où est-ce que la combustion ne sera pas possible. Donc, on veut vraiment là, essayer de rester au niveau de cette zone d'inflammabilité-là. Donc, c'est là où est-ce qu'on va utiliser nos capteurs, nos ordinateurs pour pouvoir justement avoir toutes les entrées nécessaires pour être capable de faire les modifications, de faire les calculs, bref, de faire en sorte que notre moteur, lui, va rester dans cette plage d'inflammabilité et qu'on n'ait pas de raté de moteur, qu'on n'ait pas de vibration au niveau de notre moteur, qu'on soit justement capable de respecter les normes anti-pollution, d'être capable de les traiter, ces polluants-là qui vont venir de notre combustion. Donc, notre mélange stoichiométrique, c'est ce qu'on veut viser, mais sinon, on a quand même une plage autant du côté un petit peu plus pauvre que du côté un petit peu plus riche. Donc, ici, on a un petit tableau qui est assez simple. Bref, c'est quoi? C'est lorsqu'on parle de limite supérieure, limite inférieure, à quoi, grosso modo, qu'on va venir par se référer? Donc, grosso modo, si on retourne à notre mélange stoichiométrique idéal, donc de 14,7 pour 1, ce qu'on va appeler la limite supérieure, c'est lorsqu'on va avoir un petit peu moins d'air, soit 12 pour 1, et ce qu'on va appeler un mélange qui va être riche. Lorsqu'on va tomber là, à un rapport un petit peu plus élevé, donc par exemple 18 pour 1, c'est ce qu'on va appeler un mélange qui va être pauvre. Donc, c'est ce qui détermine vraiment là, nos limites, autant inférieures que supérieures. Donc, tout ce qui va être, bref, plus élevé que 18 pour 1, donc 19, 20, 21, 22, par exemple, ben, vont être vraiment hors de notre zone d'inflammabilité, donc la combustion ne sera pas possible. Ça va être le même phénomène qui va se produire si, justement, on va en dessous du 12 pour 1. Donc, on va avoir une trop grande concentration de ce cas-ci de particules de carburant ou d'essence, par exemple. On va être beaucoup trop riche pour faire en sorte que notre combustion soit possible. Donc, ça, c'est l'outil de mesure traditionnel qu'on est tous bien habitués. Et on a ce qu'on appelle aussi le ratio lambda, qu'on est de plus en plus familier également.
Donc, la petite formule pour calculer le ratio de lambda, c'est assez simple. Donc, on va avoir notre rapport air carburant réel qu'on va diviser par rapport à notre rapport d'air carburant stoichiométrique, ce qui va nous donner nos variables. Donc, le 1 étant notre mélange idéal, hein, donc c'est notre rapport carburant réel et celui de stoichiométrique sont semblables, ben, à ce moment-là, on va avoir un rapport de 1. Donc, c'est vraiment notre ligne de base, donc celle avec laquelle on va se baser pour pouvoir voir si on a un mélange riche ou un mélange pauvre. Donc, toutes les valeurs qui vont être en dessous de ce 1 idéal-là vont être considérées alors comme étant un mélange qui va être riche et dont notre limite supérieure va être dans les alentours là, de 0,8 et tout ce qui va être plus élevé que 1, c'est ce qu'on va avoir là, c'est ce qu'on va appeler étant un mélange pauvre. Et notre limite inférieure va donc se situer dans les alentours de 1,2 dans ce cas-ci. Donc, c'est vraiment un petit peu l'inverse de notre air-fuel ratio là, ou notre rapport air-carburant de base qu'on est habitué. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a certains modèles de véhicules. Dans ce cas-ci, on peut parler par exemple des moteurs Honda. Dans certains moteurs Honda, du moins, on a même des stratégies à même ces véhicules-là qui vont pouvoir permettre aux moteurs d'atteindre un rapport air-carburant assez impressionnant de 22 pour 1. Donc, imaginez un rapport de 22 pour 1, donc beaucoup, beaucoup de particules d'air comparément aux particules d'essence, ce qui ferait en sorte qu'on serait vraiment là, en dehors de donc en dessous de notre limite inférieure, qui normalement, si on se fie au tableau juste avant, juste ici, en étant dans la zone en dehors de notre limite inférieure, on ne devrait pas, en théorie, être capable d'avoir une combustion. Pourtant, comme on peut voir, certains modèles, comme des Honda par exemple, réussissent à atteindre ce ratio et avoir une combustion. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va venir essayer de démystifier durant la présentation. Lorsqu'on parle de combustion, c'est assez simple. On revient encore une fois aux bases. Air, carburant, carburant étant par exemple de l'essence. La chaleur qui peut être générée par exemple par notre bougie d'allumage qui va créer une combustion. Une combustion qui dit idéale, complète, qui serait faite en laboratoire avec un environnement contrôlé. On va avoir une combustion qui va produire ce qu'on appelle du CO2, du dioxyde de carbone et l'H2O, donc de la vapeur d'eau dans ce cas-ci. Donc, si on regarde du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, c'est des gaz qui ne sont non nocifs, non polluants. Donc, une combustion parfaite, idéale, serait une combustion qui serait non polluante. Mais ce qu'on sait, c'est que la théorie, ce n'est pas toujours applicable en réalité. Donc, la réalité fait en sorte qu'on n'a pas une combustion idéale et que dans nos combustions, on va avoir ce qu'on appelle des HC ou des hydrocarbures imbrûlés, donc des particules de comburant, d'essence, par exemple, qui vont rester imbrûlées. On va avoir également ce qu'on appelle du monoxyde de carbone qui, lui, est un polluant. Les moteurs à injection directe à essence, par exemple, les GDI. Donc, on aime mettre cette question-là après différents sujets. Le saviez-vous? Le saviez-vous va être probablement une série de webinaires qu'on veut venir s'entourer. Donc, c'est vraiment le saviez-vous dans le but où est-ce qu'on va venir décortiquer des concepts qui peuvent être d'apparence simple, mais qu'on ne réalise pas à quel point la complexité derrière ce complexe, en fait, ce système-là peut réellement être, et même démystifier des contextes ou des systèmes beaucoup plus complexes. Donc, le saviez-vous que lorsqu'on a une combustion dite pauvre, il va y avoir des stratégies qui vont être appliquées dans les véhicules avec un moteur à injection directe, comme le mode stratifié, un mode qu'on va venir justement décortiquer durant la présentation. Et ce qui va arriver, c'est que ça va rentrer en jeu, puis ça va pouvoir nous permettre d'avoir une meilleure consommation, notamment d'essence.
C'est un mode, par contre, qui va nécessiter qu'on ait vraiment un convertisseur catalytique beaucoup plus robuste, puis qu'il soit capable justement de traiter, par exemple, tout ce qui va être les NOx. Les NOx qui vont être beaucoup plus importants, beaucoup plus présents lors de ces modes de combustion-là ou ces stratégies-là. Et le catalyseur à trois voies traditionnel, le TWC, ne sera pas là, suffisant tout seul pour bien fonctionner et traiter ces gaz polluants-là. Donc, les différents types de combustion qu'on peut retrouver, on parle d'un mélange stoichiométrique homogène. Un mélange stoichiométrique homogène, grosso modo, c'est quoi? C'est lorsqu'on peut voir dans notre petite image-là, notre petit graphique, on va avoir des ronds en bleu qui vont représenter, par exemple, les molécules d'air, et les ronds en jaune qui, eux, vont représenter des molécules combustibles, par exemple de l'essence. Donc, comme on peut voir, dans notre cylindre, on a des molécules d'air et des molécules d'essence, le nombre étant semblable ou respectant notre mélange homogène, comme on dit. Dans ce cas-ci, on va avoir un mélange homogène qui va rentrer dans notre chambre à combustion, dans notre cylindre, lors de la phase d'admission de notre moteur. On va venir le compresser, l'allumer avec notre bougie, qu'on va créer une combustion. On a un autre type qui va être le pauvre homogène. Donc, encore une fois, le homogène, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que ça va être vraiment admis dans l'admission. Donc, on va avoir, lors de notre phase d'admission, notre mélange air-essence qui va rentrer dans notre moteur, dans notre chambre à combustion. Dans ce cas-ci, pauvre, pourquoi? Donc, notre ratio air versus de molécules d'air versus nos molécules combustibles va être beaucoup plus important. Donc, plus d'air pour d'essence, c'est ce qu'on va venir appeler un mélange qui va être pauvre. Et le dernier, non le moindre, on va parler du pauvre mais stratifié. Donc, comme on peut voir dans l'image, non seulement notre stratégie derrière le pauvre stratifié, ben, en fait, va être complétée en fait dans la phase de compression. Et comme on peut voir aussi, nos molécules de combustible vont être concentrées dans une zone locale bien précise dans notre chambre de combustion et celle-ci se situe très près de notre bougie d'allumage. Pourquoi uniquement les moteurs GDI ou est-ce uniquement les moteurs à injection directe qui peuvent avoir ce mode stratifié? Comme on vient d'en parler, ça se fait dans la phase de compression. La phase de compression, pour être capable d'injecter, il faut avoir notre injecteur à l'intérieur de la chambre à combustion. Donc, c'est pour ça que oui, uniquement les moteurs GDI, donc avec un injecteur à même cette chambre, sont capables d'aller bénéficier du mode pauvre stratifié. Donc, parlons maintenant d'avantages et inconvénients, dépendamment des différents types de combustion, commençant par le mélange stoichiométrique homogène. C'est un système qui est le plus largement utilisé de loin, donc c'est un système qu'on connaît déjà de long et en large sur les véhicules traditionnels. Ça fait en sorte que c'est un système qui est super simple. La conception est également super simple. Il n'y a rien qu'on ne connaît pas déjà. Très peu coûteux. On n'a pas besoin d'équipements, de capteurs, de différents systèmes supplémentaires pour pouvoir interagir avec ce système-là ou ce mode de combustion-là. Donc, ça fait en sorte que c'est très peu coûteux. Aucun problème d'inflammabilité. On reste dans notre zone d'inflammabilité s'il n'y a pas de problème avec le véhicule. Donc, aucun problème d'inflammabilité. Donc, aucune instabilité du moteur. On est encore une fois dans notre zone dite idéale d'inflammabilité. Notre combustion se fait. Est-ce qu'elle est complète? Pas nécessairement, mais c'est une combustion qui va faire en sorte qu'on ait une certaine charge sur le moteur et une stabilité au niveau de celui-ci. On va aussi permettre au convertisseur catalytique de fonctionner à pleine capacité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un assez grand apport en hydrocarbures, en monoxyde de carbone et également en oxygène pour que celui-ci puisse opérer et pouvoir séparer les différentes molécules et refaire de nouvelles molécules en fait, pour construire des gaz qui vont être beaucoup moins polluants.
Par contre, ce on va pouvoir observer lors de ce type de mode de combustion, c'est ce qu'on appelle les pertes au pompage. Les pertes au pompage, grosso modo, c'est quoi? Ça va être une restriction qui va être émise pour pouvoir contrôler la quantité d'oxygène qui va pouvoir être émise dans notre cylindre. Donc, vu qu'on a un mélange stoichiométrique, on doit avoir une certaine quantité d'air, donc de 14,7 pour une certaine quantité d'essence, dans ce cas-ci de 1. Donc, pour pouvoir garder ce mélange idéal-là, on va devoir réguler la quantité d'air qui va rentrer dans notre cylindre. Une régulation qu'on va faire via le papillon des gaz. Le papillon des gaz qui est justement un petit clapet là, qui va pouvoir venir s'ouvrir ou se fermer et contrôler la quantité. Bien, à ce moment-là, bien souvent, on va venir limiter la quantité d'air permise dans le cylindre. Donc, en étant fermé, si on se rappelle qu'un moteur est sensiblement une pompe à vacuum, ben, grosso modo, il va combattre le fait qu'on a une restriction au niveau de notre admission d'air. Donc, c'est de l'énergie qu'on perd en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'on dit perte au pompage. Euh, Perte thermique, donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on veut dire par perte thermique? On a un mélange homogène, stoichiométrique. Qu'est-ce qui va se passer lors de notre combustion? Il va y avoir évidemment de la chaleur qui va se créer, de la chaleur qui va être égale partout dans notre cylindre, ce qui va faire en sorte qu'elle va rentrer en contact avec nos parois du cylindre et, on le sait, se dissiper. En fait, une partie de sa chaleur va se dissiper par ces parois de ce cylindre-là. Et le fait que justement ce soit uniforme, ben, il y a une plus grande surface de cylindres qui peuvent absorber cette chaleur-là et donc créer plus de pertes thermiques. Qui dit perte thermique dit perte d'énergie. Mettons qu'on y va maintenant avec lean homogeneous. Dans le fond, grosso modo, tout ce qui est pauvre mais homogène. On va avoir beaucoup moins de pertes de pompage. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on peut se permettre d'avoir plus d'air que de particules de combustible ou d'essence. Donc, à ce moment-là, on a beaucoup moins à fermer, par exemple, notre papillon des gaz. Donc, on peut le laisser ouvert un peu plus, donc créer moins de restrictions par rapport à ce pompage-là. Donc, c'est là où est-ce qu'on perd beaucoup moins d'énergie à combattre ce pompage. Euh, Réduction de la consommation de carburant. Évidemment, on a plus d'air que d'essence, donc notre moteur est capable de fonctionner avec moins de carburant. Donc, évidemment, on va avoir une consommation importante à ce niveau-là. Une réduction des émissions. euh, Évidemment, on va avoir moins d'hydrocarbures et moins de monoxyde de carbone qui va être généré lors de notre combustion. Donc, on a beaucoup moins de polluants qui va être émis. Néanmoins, il faut faire attention car trop pauvre va amener des zones de chaleur importantes à certains endroits dans notre chambre à combustion et ce qui va créer, par exemple, des NOx. Des NOx qui, ben ça, c'est très nocif. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on parle de mélange qui va être pauvre. C'est un mélange qui va être pauvre, mais jusqu'à une certaine limite. Si on devient trop pauvre, justement, on va venir par créer ces zones-là de chaleur et des NOx qui ne seront peut-être pas nécessairement traités par notre convertisseur catalytique. Moins de perte de chaleur. Donc, je viens de dire comme quoi que si on est trop pauvre, on va créer des zones de chaleur, puis après ça, on vient dire moins de perte de chaleur. Ce qu'on veut dire par là, c'est simple. Grosso modo, on va avoir, oui, des zones de chaleur qui vont se créer. Néanmoins, vu que ce n'est pas uniforme à l'entièreté en fait, de notre chambre à combustion, on n'aura pas autant de perte de chaleur au niveau de ces parois. Donc, le transfert thermique ne se fera pas comme lorsqu'on était dans un mix, disons-le, stoichiométrique. Donc, effectivement, on va avoir moins de perte de chaleur. Euh, on va avoir aussi une réduction de la vitesse de combustion. Ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment la vitesse à laquelle la flamme va se propager dans notre chambre à combustion. Donc, si on a une réduction de la vitesse de combustion, puis qu'on a moins de combustible, c'est sûr certain que notre moteur va être beaucoup moins réactif, va avoir tendance à avoir une moins grande charge qui va se faire sur les pistons pour pouvoir venir générer cet effet de rotation et propulser notre véhicule. Donc,
la réduction de la vitesse de la combustion, c'est vraiment un enjeu de ce type de combustion. Il peut y avoir une instabilité moteur. Effectivement, si on va vraiment là, à l'extrême du mélange pauvre, on peut y avoir de l'instabilité, on peut y avoir des ratés. Ça peut être simplement un moteur qui doit se calibrer pauvre pour combler une problématique autre sur le moteur. Et lorsqu'on va être, par exemple, en charge, donc on va demander une grande charge au moteur, lorsqu'on l'accélère sur l'autoroute, par exemple, on peut venir par créer de l'instabilité. Parce que justement, cette combustion-là ne sera pas nécessairement assez puissante. La vitesse de la flamme, comme on dit, est plus lente, donc on peut venir par créer un débalancement. Le convertisseur catalytique, on en a parlé un petit peu, ne disposera pas d'une quantité suffisante en fait de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures pour pouvoir venir vraiment traiter les NOx qui, eux, peuvent être produits en plus grande quantité lorsqu'on est en mélange pauvre. Maintenant, on va parler de mélange pauvre stratifié. Donc, si j'ai une image qui est assez simple, grosso modo, j'aurais un véhicule standard qui n'est pas à injection directe. On est dans un mélange pauvre ou est-ce qu'on est en dessous de la limite inférieure? Donc, comme on peut voir dans notre chambre de combustion juste ici, grosso modo, on a un petit peu de particules d'essence pour beaucoup de particules d'air. Notre mélange est en dessous de la limite inférieure, donc on n'est pas capable d'avoir une combustion. Donc, notre mélange est admis dans l'admission, mais on a beaucoup trop d'air. Notre moteur n'est pas capable d'allumer ce mélange-là. Aucune combustion qui est faite. Disons qu'on est dans notre rapport qu'on l'a vu plus tôt avec Honda de 22 pour 1. Donc, on est vraiment largement en dessous de la limite inférieure. On n'est pas capable d'avoir de combustion. On tombe en stratifié. Stratifié, qu'on se rappellera, va être créé lors de la compression. On est encore dans notre 22 pour 1. Néanmoins, avec des stratégies, notamment des formes du piston, qu'on va avoir un mouvement d'air, on va être capable de vraiment localement cibler une zone bien précise dans notre chambre à combustion où est-ce qu'on va avoir nos particules d'essence, par exemple. Dans ce cas-ci, on va venir vraiment focusser notre mélange très près de la bougie pour que, oui, globalement, notre ratio, hein, notre mélange soit de 22 pour 1, donc beaucoup trop pauvre, bien, autour de notre bougie, on va avoir une grande concentration d'essence et on va avoir une certaine concentration d'air, ce qui va venir faire par localement diminuer, baisser notre ratio et être capable justement de, malgré tout, avoir une combustion. L'injection précise vraiment va assurer la combustion et l'excès d'oxygène qui va s'échapper va pouvoir aller dans le catalyseur et stocker pour pouvoir justement venir traiter les polluants par la suite. Donc, on ne veut pas venir perdre cet amont d'oxygène-là supplémentaire, on va venir le stocker et il va être utilisé pour faire son travail plus tard. J'aime ça venir regarder un petit tableau ici qui explique vraiment bien, en fait, les différents modes qu'on peut rencontrer, les différents types de combustion. Donc, grosso modo, dans le bas, dans l'axe X du tableau, on va avoir le engine speed ou le RPM, donc la vitesse moteur, le rapport par minute. Et on va avoir dans l'axe des Y ce qu'on appelle le BMEP, donc la pression moyenne effective au freinage. Qu'est-ce qu'on veut dire par pression moyenne effective au freinage? On va venir vraiment parler de la force appliquée sur nos pistons, donc la force dans laquelle la combustion va venir pousser sur nos pistons et justement créer cet effet de rotation-là, cet effet d'entraînement qui va venir par propulser notre véhicule. Grosso modo, on va décortiquer ça ensemble. J'ai ici dans le bas la zone verte. La zone verte qui est la zone qui nous intéresse le plus, c'est la zone où est-ce qu'on est en mélange stratifié. Donc, comme on peut voir, cette zone-là, elle est utile lorsqu'on a une faible pression, une charge, comme j'aime dire, au niveau du moteur et on ne roule pas nécessairement, donc la vitesse de rotation du moteur n'est pas nécessairement rapide. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de vitesse qui va être très près, par exemple, donc du ralenti. On peut aller jusqu'à une consommation de carburant, là, donc
on parle d'un gain en consommation de carburant qui va être de 30 à 40 ce qui est vraiment très avantageux. C'est très, en fait, c'est pas négligeable. Néanmoins, lorsqu'on voit qu'on a une plus grande charge sur notre moteur et ou une plus grande vitesse de rotation, à ce moment-là, on voit que notre zone stratifiée, ben, elle n'est plus efficace. Donc, c'est évident, lorsqu'on veut avoir une plus grande charge, on va essayer de diminuer notre rapport air-essence pour pouvoir justement venir atteindre un rapport stoichiométrique idéal. Ici, en zone bleue, eh bien, on va avoir un mode qui est pauvre, qui n'est pas nécessairement stratifié. Donc, on est encore dans notre zone de flammabilité. On va avoir un rapport qui est plus pauvre, qui est plus en économie de carburant. Donc, notre moteur ne tourne pas nécessairement riche. On a une charge qui est, disons, moyenne. On roule sur l'autoroute, on n'a pas besoin de puissance. On va être en mode économie de carburant. Ici, au centre, on a une zone assurée où est-ce qu'on va être en mélange stoichiométrique, donc de 14,7 pour 1, et on va utiliser notre système EGR ou de récupération de gaz d'échappement, dans lequel on va être capable d'aller chercher un, euh, un type de mélange qui va être en quelque sorte pauvre, hein, parce qu'on va combler certaines particules de carburant par des gaz qui n'ont été pas brûlés, comme nos HC, par exemple, dans nos combustions précédentes. Ça peut être également de nos vapeurs d'essence de notre réservoir à essence qui va avoir été filtré par notre canister, donc notre filtre à charbon, et réenvoyé dans notre admission d'air. Fait que grosso modo, on va avoir un mélange stoichiométrique qui va être justement contrôlé avec le GR. On a une charge moyenne au niveau du moteur, une vitesse de rotation qui est aussi assez moyenne, normale. Et lorsqu'on va avoir une plus grande demande au niveau de notre moteur, donc que ce soit par exemple en accélération, ben, à ce moment-là, on va tomber dans la zone grise ici qui est notre mélange stoichiométrique idéal, mais sans EGR. Donc, on veut vraiment avoir nos particules de carburant, par exemple d'essence, qui, elles, vont être vraiment efficaces lors de la combustion pour pouvoir avoir notre charge maximum sur notre moteur. Donc, notre charge de rotation, en fait, notre force de rotation qui va être créée, qui va être beaucoup plus importante et propulser notre véhicule comme on voudrait qu'il soit propulsé selon notre demande. Il y a des désavantages, évidemment, reliés au mode stratifié. Donc, on sait que c'est très économe dans certains contextes, pas dans tout, mais dans certains contextes. Donc, on va avoir un coût qui va être beaucoup plus élevé, un coût de système beaucoup plus élevé relativement aux pistons. Les pistons, dans certains cas, dans certains manufacturiers, décident d'avoir des pistons avec une forme particulière qui vont pouvoir être interagir avec d'autres systèmes pour pouvoir créer justement ce mode stratifié-là. Donc, avoir des pistons avec des formes particulières va engendrer des coûts. Une chambre de combustion, évidemment, différente, qui va être parfois modifiée pour pouvoir créer un mouvement d'air. Des injecteurs, évidemment, qui vont être injection directe. Les plus vieux modèles, on parlait même de 2 injecteurs par chambre, donc des coûts supplémentaires reliés à ça. Et un système complet pour pouvoir contrôler là, tout ce qui est les gaz polluants, à même le système d'échappement pour pouvoir traiter les NOx qui, eux, sont beaucoup plus, en fait, sont en plus grande demande lorsqu'on est en mélange pauvre. Donc, lorsque je parlais évidemment de comment fonctionne un moteur là, à injection directe pour le mode stratifié ou stratification, on parlait de forme de piston, on parlait de chambre d'air. Grosso modo, on est en compression, donc on l'injecte lorsqu'on est en compression. Notre, en fait, nos particules d'essence ou de carburant vont venir rebondir sur notre piston et rediriger dans un angle où est-ce qu'on va venir se rapprocher, se focusser vraiment autour de notre bougie. Et toujours en étant en compression, on va venir créer justement cette petite zone où est-ce que notre mélange, notre ratio air-essence autour de la bougie uniquement va être beaucoup plus intéressant et va pouvoir permettre justement notre combustion. Injection directe, injection tardive lors de la compression.
mouvement dans le cylindre, on parle de conception du piston, mais aussi de mouvement d'air. Mouvement d'air, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a certains véhicules, comme par exemple Audi et leur moteur FSI, donc à injection stratifiée, vont pouvoir avoir dans un collecteur d'admission d'air des volets, qu'on appelle des runner flaps, des volets qui vont pouvoir être modulés et rediriger l'air dans le cylindre, donc dans la chambre à combustion, et créer justement un certain mouvement qu'on peut appeler du swirl et ou du tumble. Le swirl, comme on peut voir sur l'image du centre, et va être en rouge, donc vraiment un mouvement d'effet de par en bas vers le haut, donc en tournant vraiment là, dans le sens de nos parois du cylindre. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que du tumble va être vraiment un mouvement opposé qui va vraiment, encore une fois, venir, l'idée derrière ça, venir remonter ce qu'il y a dans le bas vers le haut, mais cette fois-ci dans l'axe opposé. En créant ce genre de mouvement-là, comme on peut voir sur l'image de droite, c'est qu'on est capable de venir redresser et focusser en fait, nos particules d'essence près de notre bougie. Donc, ce n'est pas à tous les coups nécessairement qu'il y a des formes de piston particulières, mais des fois, c'est une combinaison des deux, vraiment du mouvement d'air et également de la forme du piston qui va venir créer notre, euh, en fait, notre mode stratifié. Donc, c'est vraiment ça. Donc, le mode stratifié, c'est quoi? C'est une concentration d'air vraiment importante, mais puisqu'on est capable de rediriger et de concentrer localement nos particules d'essence, de ce cas-ci, près de notre bougie, on est capable d'avoir une combustion qui va se faire malgré le fait qu'on soit vraiment en dessous de notre limite inférieure. Néanmoins, mode stratifié, ce n'est pas bon pour tous les scénarios de conduite. Donc, on parle vraiment d'un scénario de conduite où est-ce que notre charge de notre moteur et notre vitesse de rotation moteur soit assez basse. Donc, c'est vraiment que, si je reviens vite fait à mon tableau ici, donc, dans les véhicules traditionnels, les véhicules où est-ce qu'on n'avait pas d'injection directe, on avait vraiment notre zone stoichiométrique avec l'aide de notre EGR, notre mode pauvre et notre mode stoichiométrique sans EGR. La zone verte ici n'existait en quelque sorte pas du tout. Donc, c'est vraiment une zone euh, qui était manquante, qui manquait d'opportunités. Donc, les ingénieurs ont saisi cette opportunité-là pour dire, bien, écoutez, avec de l'injection directe, on est capable de contrôler notre injection justement. Et pourquoi pas optimiser cette zone-là, même si elle est petite, on est quand même capable d'aller chercher de 30 à 40 de consommation, ce qui est énorme et non considérable. Donc, c'est vraiment le fait de profiter de notre injection directe en plus de tous les avantages que l'injection directe emmène dans nos véhicules pour pouvoir optimiser notre consommation de carburant. Donc, ceci étant dit, c'était tout pour le webinaire de ce mois-ci. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse courriel qui est juste dans le bas ici. Sinon, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube. Donc, notre chaîne YouTube, en fait, on a tout plein de vidéos, les autres webinaires des mois passés. On va avoir aussi d'autres vidéos où est-ce qu'on va parler de nouvelles technologies, qu'on va parler d'anciennes technologies, qu'on va pouvoir même en démontrer avec nos produits, ce qui rend le tout beaucoup plus facile. Et parlant de produits, je tiens à dire qu'on a certaines gammes de moteurs qu'on a dans notre catalogue qui sont des moteurs à injection directe et qui sont très capables justement de venir démontrer ces phénomènes-là, ces stratégies-là dans vos salles de classe. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir là, vraiment de vous guider par rapport à nos différents produits capables de démontrer ces super stratégies. Megan, je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre qu'on voulait rajouter. Non, je crois que ça fait le tour. Puis, si jamais vous avez aussi des suggestions de sujets pour les prochains webinaires, vous pouvez écrire encore à Jérôme à l'adresse qui est là. On prend toutes les suggestions pour répondre le plus possible à vos besoins. Et c'est ça. On va se voir le mois prochain pour le prochain webinaire. Merci tout le monde. Merci, Bye bye. bonjour.